Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je veux juste vérifier que au niveau de la vidéo, tout se passe bien. Vous voyez mon écran? Oui, on vous voit, on vous entend, pas de souci. Très bien. Alors, je vais passer en plein écran. Voilà. Parfait. Donc, merci encore pour cette invitation. Le titre de cette intervention, donc j'ai une petite trentaine de minutes, est le suivant: inégalité et développement insoutenable. Donc, on m'a demandé de faire un panorama assez général sur les inégalités mondiales et leur lien avec le développement soutenable ou insoutenable selon la manière avec laquelle on regarde la question. Alors, je vais commencer ce panorama par un préambule sur la question des sources d'information, des données pour suivre les inégalités, pour évaluer les politiques publiques, pour faire de la recherche sur ces questions. Je vais faire ce panorama en tant que co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. C'est un institut de recherche qui a deux pôles, l'un en France, à Paris, l'autre à l'université Berkeley en Californie, mais qui travaille avec une centaine de chercheurs dans le monde, dont l'objectif est de mieux suivre, mieux comprendre, mieux mesurer, mieux analyser la distribution des revenus et des patrimoines. Et donc ça, c'est le point d'entrée, mais qui est aussi le point d'entrée dans cette présentation, puisqu'une bonne partie de la présentation, ça va être des données issues de ce laboratoire, de cet observatoire des inégalités dans le monde. La première partie, ensuite, ça va être sur le développement des inégalités, leurs évolutions sur le temps long. Donc, c'est un peu une extension par rapport à ce que nous avons fait dans ce laboratoire sur les inégalités mondiales depuis quelques années. Ici, ce que je vais essayer de présenter sont des nouveaux horizons de cette recherche, donc à la fois sur une histoire économique mondiale des inégalités sur le temps long, mais aussi une histoire économique des inégalités carbone. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ça va être sur les politiques publiques qui découlent de cet état des lieux, comment réduire les inégalités dans le monde. Et je vais tenter de soutenir l'argument selon lequel la réduction des inégalités dans le monde, c'est aussi, et peut-être même avant tout, une réduction des inégalités à l'intérieur des pays. Comment atteindre cet objectif sans carboniser la Terre, tout en répondant à cet autre impératif du XXIe siècle qui est le fait de rester dans l'enveloppe carbone définie, notamment à l'accord de Paris en 2015. Donc c'est parti. J'imagine qu'on garde les questions pour la discussion qui suivra l'intervention de James Galbraith. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais dites-moi s'il y a d'autres modalités d'intervention, si vous souhaitez qu'on puisse répondre déjà d'emblée à des questions pendant cet échange. Techniquement, l'idée, c'est de discuter ensuite après les deux interventions, sauf s'il y a un problème Parfait. technique à éclaircir, mais Alors, donc c'est parti. Alors, en préambule, je vous montre cette carte qui est une visualisation de la qualité des données sur les inégalités dans le monde. Et donc, il s'agit d'un index, un indice de transparence des données de revenus et de richesse que nous publions au laboratoire sur les inégalités mondiales en partenariat avec le programme des Nations Unies sur le développement. Cet indice va de 0 à 20. 0 pour les pays où il n'y a aucune ou quasiment aucune information sur la distribution des revenus ou des consommations dans un pays, et 20 qui serait la situation idéale selon nous normal pour suivre correctement les flux de richesse, les flux de patrimoine et comment se distribue la croissance. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit d'une part que même les pays soi-disant les plus avancés sur ces questions, on pourrait penser notamment aux pays nordiques, ne sont pas au niveau maximal, c'est-à-dire qu'il nous manque des sources d'informations fiables pour bien suivre notamment les flux de capitaux, les flux de patrimoine, qui eux-mêmes
sont nécessaires, les stocks de patrimoine, les flux de capitaux, qui eux-mêmes sont nécessaires pour bien mesurer l'évolution des revenus et de la distribution de la croissance. Donc, on voit que notamment les pays d'Europe du Nord ne sont pas un score de 20, ils vont plutôt être entre 14 et 17. On voit que la qualité des données sur les inégalités semble être corrélée à le niveau de revenus des pays, en tout cas en première approximation. En Afrique, on a beaucoup de difficultés pour accéder à des statistiques fiables sur la distribution de la croissance. Donc, il y a beaucoup de données sur les consommations et c'est nécessaire, extrêmement important d'avoir ces informations-là. Mais quand on veut distribuer la totalité de la croissance macroéconomique d'un pays, on ne peut pas se limiter à la question des consommations. Et souvent, malheureusement, ce sont ces données-là que les institutions statistiques nationales publient. Mais il ne s'agit pas ici de jeter l'opprobre sur les pays émergents ou sur les pays en développement. Une partie des difficultés auxquelles on fait face est liée, je vais en reparler dans quelques slides, à l'opacité du système financier international savamment entretenu, pas uniquement par les pays les moins avancés ou des pays émergents, mais aussi par les pays les plus riches, qui hébergent ou qui acceptent la tenue, le développement, notamment de centres offshore, de paradis fiscaux, qui vont permettre de masquer une bonne partie des flux, que ce soit des flux sortants, des flux entrants, qui vont permettre de venir cacher une partie de la croissance macroéconomique et qui vont empêcher à la statistique publique de bien comprendre qui va bénéficier de ces flux-là. Donc ça, c'est le point de départ. L'autre point de départ, c'est que les données qui sont publiées dans les États qui publient des données sur les inégalités, donc c'est quand même la plupart des pays, que ce soit des données sur la consommation ou sur le revenu, la plupart des pays, on l'a vu dans la carte précédente, ne sont pas gris, avec des rayures. Les rayures, c'est vraiment là où on a zéro information. Mais les pays qui produisent ces informations, eh bien, de manière quasi systématique, sous-estiment les inégalités au sommet. Pourquoi ? Eh bien, largement parce que les sources, les méthodes utilisées reposent sur ces enquêtes réalisées auprès des ménages et que ces enquêtes réalisées auprès des ménages sont extrêmement intéressantes quand on veut regarder l'inégalité sous son aspect multidimensionnel, parce qu'on a plein de covariables pour analyser l'évolution des inégalités en lien avec des indicateurs, des dimensions socio-économiques des ménages. Mais ces enquêtes-là sous-représentent les individus les plus riches et les individus les plus aisés tendent à sous-estimer leurs revenus davantage que les autres groupes de revenus. Et la combinaison de ces deux affaires-là fait qu'on a des sources qui nous permettent de lire assez mal l'évolution, à la fois les niveaux en comparaison internationale et en comparaison temporelle, mais donc aussi les tendances. Et là, je vous montre un exemple du Brésil, où sur les inégalités au Brésil, on est beaucoup à avoir en tête cette idée de transfert vers les plus modestes, réalisé à partir de l'arrivée au pouvoir du Parti des travailleurs sous Lula, prolongation sous Dilma Rousseff, avec des cash transfers, des investissements pour les 50% du bas. Et donc des investissements dans l'éducation notamment qui vont permettre une meilleure répartition des revenus du travail et donc une baisse des inégalités des revenus du travail. C'est tout à fait ce qu'on voit sur la courbe en bas de mon graphique ici, qui est la vision un peu, le panorama officiel qu'on observe quand on regarde les statistiques officielles sur les inégalités au Brésil. Le problème, c'est que quand il s'agit de regarder comment l'ensemble de la croissance macroéconomique, qui n'est pas uniquement faite de flux de rémunération du travail, qui est aussi faite de rémunération du capital, quand on regarde la totalité de la distribution de la croissance, eh bien, on se rend compte que les 1% du haut, les 10% du haut au Brésil, en fait, se portent mieux qu'on ne pourrait le croire uniquement en regardant les enquêtes.
notamment parce que les flux des revenus du capital restent extrêmement concentrés au Brésil et viennent contrebalancer ce mouvement de baisse d'inégalité des revenus du travail. Et donc, la conclusion ici, c'est que si on ne regarde pas à la fois ces enquêtes, mais aussi les données issues des sources fiscales, qui sont beaucoup plus représentatives au sommet, qui ont elles-mêmes leurs limites, puisqu'il y a de l'évasion fiscale, mais qui sont en tout cas plus représentatives que les données d'enquête. Et si l'on ne complète pas ces sources fiscales, quand on le peut, notamment par des données sur cette évasion fiscale, eh bien, on va voir une représentation des inégalités qui peut être faussée, qui peut poser problème dans la comparaison entre différents pays, différentes régions du monde, mais aussi sur l'évolution des tendances. Le cas brésilien en est un exemple marquant. J'étends le propos, j'en ai déjà parlé, mais je voudrais illustrer cet argument-là à la question du patrimoine. Ici, ce que vous avez, c'est la part des 0,01% du haut dans le patrimoine national dans différents pays sur la décennie 2000. Et vous avez en bleu la part du patrimoine détenu par ce groupe extrêmement restreint de la population, 0,01% les plus aisés. Donc, en bleu, si vous ne prenez pas en compte leur patrimoine qui est stocké, qui est amassé dans les paradis fiscaux, et en vert, si sur la base de données de la comptabilité nationale et complété par des données issues des HSBC Leaks ou des Panama Papers, quand on y a accès, vous allez ici aussi, selon les pays, manquer une part plus ou moins importante de cette inégalité au sommet. Donc tout ça, c'est extrêmement important dès qu'on le peut de l'inclure dans les statistiques publiques. C'est ce qu'on ça donne à faire au laboratoire sur les inégalités mondiales. Autre point qui me semble important, c'est que quand on publie ces informations sur les inégalités, eh bien souvent les statisticiens nationaux les publient avec des indicateurs qui restent extrêmement synthétiques. On a des quintiles, parfois mieux des déciles, et ces indicateurs-là ne permettent pas nécessairement de suivre correctement l'évolution des inégalités. Un exemple ici qui est très clair, la distribution du patrimoine en Afrique du Sud, en Chine, en Inde ou aux USA, où on voit que quasiment la totalité du patrimoine est détenue par le quintile du haut. Donc, publier des chiffres sur des données d'inégalité par quintile, souvent, ça peut se rapporter à peu près à la même chose que publier des chiffres sur les totaux, sur les valeurs agrégées du stock de patrimoine dans un pays, alors même que les dynamiques, et notamment les dynamiques récentes, se jouent souvent à un niveau très fin. Aux USA, par exemple, la hausse du top 1% est essentiellement due non pas à la hausse du top 1% ou de la part de la population entre les 1% du haut et les 0,1% du haut, mais vraiment à celle qui est contenue dans les 0,1% les plus riches. C'est ce que vous voyez sur le graphique ici avec cette courbe violette. Donc, il faut vraiment un niveau de granularité très fin qui est notamment permis par l'accès, par l'utilisation des données fiscales, en plus des données des comptes nationaux, des données d'enquête et notamment d'autres sources comme les classements de fortune ou les Panama Papers que j'essaie de raconter dans les slides précédents. Donc, tout ça, c'est l'objectif, c'est le projet des comptes nationaux distribués, ou en anglais Distributional National Accounts, que nous menons au laboratoire sur les inégalités mondiales. Toutes les sources, toutes les publications et les datasets sont disponibles en ligne ou via vos logiciels de traitement de données préférés, que ce soit Stata ou d'autres. Et depuis quelques années, nous travaillons avec les instituts statistiques nationaux, avec l'ONU, dans le cadre de la révision des comptes nationaux, pour tenter de faire avancer ces méthodes et d'avoir vraiment une lecture harmonisée de ces méthodes de distribution de la croissance macroéconomique. L'objectif est vraiment de réconcilier la perspective macroéconomique sur les inégalités avec la perspective microéconomique trop longtemps déconnectée. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? Voici une carte des inégalités dans le monde, telle que mesurée par la part des 10% les plus riches dans le revenu national. Là, il s'agit d'un revenu après versement des revenus
des pensions de retraite ou des revenus, liés aux prestations chômage, mais avant versement des autres transferts sociaux. Je simplifie ici. D'ici quelques semaines, cette carte sera aussi remplie sur notre site internet pour l'ensemble des pays et pour la distribution vraiment revenus disponibles, revenus après impôt. Mais déjà, premier élément sur cette carte, sur ce résultat global, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit des niveaux d'inégalité de part du top 10% dans le revenu national relativement variés, de 21, à peu près 25% du revenu national dans certains pays à 55, 65, 70% dans les pays les plus inégalitaires. Peut-être un autre élément important ici, consistant à contredire une pensée qui a été celle de certains analystes pendant plusieurs décennies, qui était de dire les inégalités sont un problème essentiellement de pays émergents, de pays à bas revenus. Le cas américain l'illustre ici très bien. On peut avoir des inégalités élevées, voire très élevées, tout en étant un pays à revenus élevés, voire très élevés. Autre élément qui me semble intéressant de souligner ici, je ne vais pas tous les souligner, je me focalise juste peut-être sur 2 points pour essayer d'illustrer un petit peu l'intérêt de cette approche globale, cette approche comparative sur les niveaux d'inégalité entre pays. C'est le cas de l'Afrique, où plusieurs analystes ou plusieurs institutions internationales au cours des dernières décennies ont pu regarder le continent africain en soulignant son niveau d'inégalité relativement faible, notamment par rapport à l'Amérique latine. Le problème ici, c'est qu'en Amérique latine, vous aviez des données assez avancées, assez élaborées sur la distribution des revenus, notamment réalisées par la Commission de l'ONU pour l'Amérique latine et les Caraïbes, avec des enquêtes relativement bien harmonisées. En Afrique, ce qui était utilisé souvent, ce sont des données issues d'enquêtes sur la consommation des ménages, donc des choses qui ne sont pas forcément très comparables. Quand on fait ce travail de comparaison entre pays, quand on essaye de distribuer de manière transparente la totalité du revenu national, eh bien, on observe que l'Afrique n'est pas un pays qui est nécessairement plus égalitaire n'est pas une région du monde, n'est pas un continent qui est nécessairement plus égalitaire que l'Amérique latine, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Alors, l'autre intérêt de cette approche, de cette approche en comparaison à la fois internationale et temporelle, c'est justement de pouvoir regarder ces dynamiques sur le temps plus ou moins long. Alors, voici ici une évolution sur une petite quarantaine d'années, où qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'Inde, l'Amérique du Nord, la Russie, la Chine, l'Europe, et l'évolution de la part des 10% les plus riches dans le revenu national pour chacune de ces régions, pour chacun de ces pays. Ce qui me semble ici intéressant de souligner, c'est que depuis 1980, depuis ces mouvements de libéralisation, de dérégulation, que ce soit dans les pays d'économie mixte comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, que ce soit dans des pays qui étaient anciennement extrêmement régulés comme l'Inde ou sous régime d'économie fermée au reste du monde comme la Chine, eh bien on observe des trajectoires d'inégalité qui vont globalement dans le même sens, mais des rythmes très différents. Et ce qui est intéressant encore, c'est que ces rythmes très différents s'observent chez des paquets d'économies ou au sein de régimes économiques qui sont qui sont toujours différents les uns des autres, mais qui peuvent être comparables. Aux États-Unis, en Europe, on part à peu près du même niveau d'inégalité en 1980. On arrive aujourd'hui à un niveau d'inégalité extrêmement divergent, alors qu'il s'agit là de 2 régions du monde qui sont exposées peu ou prou au même degré de pénétration des nouvelles technologies sur leur marché, qui sont exposées peu ou prou au même degré de compétition vis-à-vis des pays à bas revenus, ce qui nous permet d'identifier, d'isoler
certains éléments, certains mécanismes qui vont être sous-jacents, qui vont nous permettre d'expliquer cette montée des inégalités plus que d'autres. Le changement technologique ou la mondialisation ou la mise en concurrence avec les pays à bas revenus peut difficilement expliquer cette divergence de trajectoire entre l'Europe et les États-Unis sur la période considérée, étant donné que ces deux régions du monde sont plus ou moins exposées de la même manière à ces grandes tendances des 40 dernières années. Si on regarde l'Inde et la Chine, c'est intéressant aussi de comparer ces deux régions du monde. On voit ici la Chine courbe rouge, l'Inde courbe jaune. On part avec un niveau d'inégalité relativement similaire en 1980, deux pays qui vont s'ouvrir à la concurrence internationale, qui vont déréguler une bonne partie de leurs économies, de leurs marchés, qui ne vont pas le faire de la même manière. Et la conclusion de cette période de libéralisation, 40 ans de libéralisation dans les deux pays, en matière d'inégalité, n'est pas la même. À partir du milieu des années 2000, la Chine va investir bien davantage que l'Inde dans ces zones rurales, des investissements dans le secteur de la santé importants et dans le secteur de l'éducation plus importants qu'en Inde. La conclusion, une partie de ces conclusions, c'est une distribution de la croissance qui est très différente dans les deux pays, alors que la croissance tout en haut de la pyramide des revenus en Inde et en Chine est sensiblement la même sur la période. C'est-à-dire que les très hauts revenus chinois ou les très hauts revenus indiens vont croître sensiblement au même niveau sur la période. Ce n'est évidemment pas du tout le cas si on compare les 50% les plus pauvres en Inde et les 50% les plus pauvres en Chine. Et donc, divergence de trajectoire sur l'inégalité dans ces deux pays. Alors, donc c'était un long préambule, mais on va dire que c'était quasiment une partie introductive. Je vais faire un peu plus court sur les deux parties qui me restent. Mais ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'étendre cette discussion-là sur une histoire qui est un peu plus longue, sur 2 siècles, et à la dimension environnementale. Et ensuite en tirer quelques éléments d'analyse et de réflexion sur comment évaluer, comment mettre en œuvre les politiques publiques. Je vous promets de terminer dans le temps, donc il me reste 10 minutes. Le premier point que je voudrais mettre en avant ici, c'est ce retour des inégalités, cette évolution des inégalités depuis 1980, donc c'est la droite à droite de mon graphique ici. Il se fait dans une perspective historique qui est celle d'une réduction qui est très forte des inégalités à partir du début du XXe siècle jusque dans les années 1950, dans les différents pays du monde, dans les différentes régions du monde, pour des raisons qui vont être différentes selon les régions, choc économique, militaire, politique, en Europe, en Amérique du Nord, processus de décolonisation dans de nombreuses anciennes colonies qui vont elles-mêmes contribuer à réduire les inégalités, première partie du XXe siècle. Dans la partie qui vient avant et sur laquelle on a encore assez peu de métriques de mesure des inégalités sur le temps long. Il y a un papier assez fameux de Bourguignon et Morisson, publié dans l'American Economic Review en 2002, qui regarde les évolutions des inégalités mondiales sur le temps long, mais qui lui-même se place toujours dans cette série de travaux qui regardent uniquement les données liées à la consommation, à ces enquêtes de consommation, et ne mobilise pas encore, ça n'existait pas à l'époque, toute cette littérature sur les données fiscales, qui nous permettent aujourd'hui, et qui sont mobilisées pour la production du graphique que je vous présente ici, d'avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe sur la période 1820-1900 notamment, et où on voit qu'il y a en fait une augmentation des inégalités assez marquée, assez nette, à l'intérieur des pays sur cette période, que ce soit dans les puissances impériales, liées à quoi tout le monde n'a pas accès de la même manière aux gains, aux bénéfices liés à l'entreprise coloniale d'une part. L'industrialisation ne bénéficie pas tous à la même vitesse, de la même manière, hausse des inégalités au sein des sociétés européennes, hausse des inégalités aussi au sein des pays colonisés entre 1820 et 1900. Alors,
Mais certains pourraient répondre à ce type de graphique, ce type d'évolution en disant oui, mais bon, les inégalités remontent à l'intérieur des pays depuis 1980, mais le grand fait économique des 40 dernières années, c'est bien la réduction des inégalités de revenus moyens, des inégalités entre pays. Eh bien, regardons l'évolution de ces inégalités de revenus moyens, d'inégalités entre pays sur le même laps de temps. C'est ce que je présente dans ce graphique ici, 1820-2020. On voit ici, attention, c'est une échelle en log qui nous permet de mieux se représenter le moment où vous avez la plus forte croissance de cette inégalité mondiale entre les 10% des pays les plus riches, les 50% des pays les plus pauvres. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Eh bien, on voit que certes, il y a une baisse de l'inégalité entre les pays les plus riches et les pays les moins riches depuis 1980, mais que cette baisse, eh bien, en fait, elle nous amène juste au pic de la période coloniale, 1900, et on est toujours à un niveau d'inégalité mondiale 3 fois plus élevé que celui de 1820. On a des inégalités mondiales entre pays, des inégalités de revenus moyens toujours extrêmement fortes. Alors, la question suivante, ça va être de savoir entre ces inégalités entre pays et ces inégalités à l'intérieur des pays, quelles sont les dynamiques qui en sortent. Aujourd'hui, si on regarde l'inégalité entre citoyens du monde, qu'est-ce qui domine? Est-ce que c'est votre classe sociale au sein d'un pays ou est-ce que c'est le fait que vous êtes né dans ce pays? Si on cherchait à déterminer laquelle de ces deux dimensions a une part plus importante dans l'inégalité mondiale. On peut faire ça avec une décomposition de l'inégalité. Il y a plusieurs indicateurs, et si j'en utilise un, l'indice de Theil, qui nous montre quoi? L'évolution bleue, l'évolution orange, je reprends le même code couleur que dans les deux graphiques précédents, où on voit qu'on passe effectivement d'un monde où c'est vraiment la classe qui compte en 1820 et progressivement l'importance de la frontière d'où vous habitez, d'où vous naissez, va augmenter avec cette hausse de l'inégalité entre pays, entre 1820 et 1900. Mais depuis 1980, retournement de tendance, et aujourd'hui, on est revenu dans ce monde où très fortement, c'est la classe qui compte davantage que la frontière. Et quelles sont les déclinaisons politiques de ça dans les débats publics? Eh bien, elles sont assez fortes, puisque dans l'ouvrage, par exemple, de Branko Milanovic, 2017, sur les inégalités mondiales, Milanovic, lui, faisait le constat inverse. Mais il faisait le constat inverse sur la base de données qui étaient plus anciennes, qui étaient moins récentes, moins à jour, et il proposait alors de faciliter les migrations, notamment avec différents types de citoyenneté, pour permettre aux habitants des pays à bas revenus d'arriver dans les pays à haut revenu, et c'est ça qui permettrait de réduire ces inégalités mondiales. Or, aujourd'hui, la prédominance de ces inégalités internes souligne vraiment l'importance de politiques de croissance en bas de la distribution des revenus dans ces pays, encore davantage que le fait de penser le rattrapage de niveau de vie moyen, quelle que soit la forme que va prendre ce rattrapage. C'est vraiment une question essentiellement, très largement interne qui domine, même si, comme je le disais précédemment, les niveaux d'inégalité entre pays, entre revenus moyens, restent fortes aujourd'hui. Alors, peut-être un dernier point pour illustrer cet argument-là, les 50% les plus pauvres du monde, là si on regarde les citoyens du monde, les 50% les plus pauvres, eh bien leur part dans le revenu total stagne autour de 7 à 9% depuis 150 ans. Donc on est loin de ce conte de fées, de cette mondialisation heureuse à partir des années 2000, où on aurait vraiment commencé à réduire massivement ces inégalités mondiales. On a toujours plus de 900 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté, et une autre manière de raconter cette histoire en regardant ces inégalités mondiales, eh bien c'est ce que vous voyez sur ce graphique. Alors, je vais juste conclure rapidement avec la dimension carbone, la dimension CO2, pour montrer ici à peu près sur la même période, sur presque 200 ans d'histoire, que évidemment ces niveaux d'inégalité très forts vont se translater de revenus, vont se translater en niveaux d'inégalité d'émissions qui sont
fort. Ici, je vous mets les valeurs absolues. Les 10% les plus riches du monde émettent 26 tonnes de CO2 par an et par personne. Les 50% les plus pauvres, à peu près 1,5 tonne. Le niveau soutenable, pour rester dans l'enveloppe de Paris, c'est entre 1 tonne et 1,5 tonne par an et par personne. Donc, on est à peu près tous au-dessus de ces niveaux-là aujourd'hui, les 10% les plus riches du monde, très largement au-dessus. Et donc, sur 200 ans, depuis la révolution industrielle, les 50% les plus pauvres du monde sont responsables d'à peu près 10% du total des émissions cumulées. Donc, on a ce cumul de cette insoutenabilité des inégalités économiques et puis cette inégalité extrêmement forte sur les niveaux de pollution. Je vais peut-être conclure sur ce type de graphique qui nous montre ici quoi ? Qui nous montre que ces inégalités d'émissions, qui sont très fortes au niveau mondial, eh bien, elles-mêmes, elles commencent, et de plus en plus, à se retrouver à l'intérieur des pays. On voit sur cette carte les niveaux d'émissions des 10% les plus riches au sein de chaque pays, et on voit que, d'ores et déjà, de nombreux pays émergents, de pays à moyen ou bas revenus, ont des niveaux d'émissions au sein de leur classe supérieure qui sont comparables au niveau d'émissions de classe supérieure dans certains pays européens. Donc inégalité forte au sein des pays émergents également. Et alors, la conclusion de tout ça, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut lutter contre les inégalités mondiales et protéger le climat en même temps au XXIe siècle ? Eh bien, pour conclure, ce que je voudrais rappeler ici, c'est vraiment que le XXe siècle, c'est quoi ? C'est l'émergence de l'État social. En Europe, aux États-Unis, on passe d'un État social, d'un État qui collectivise à peu près 8 à 10% des ressources au début du siècle. Vous avez ici la part du revenu fiscal par rapport au revenu national, à peu près 10% avant la Première Guerre mondiale, et ça va monter à peu près 50% avec des variations selon le modèle, selon les choix de la société en question. On passe de 10% à 30%, 35% pour les pays anglo-saxons, voire 50% pour l'Europe continentale ou l'Europe nordique. Alors, donc, moyen extrêmement fort de réduire ces inégalités sur le temps long, c'est le développement de cet État social. Cet État social, on le sait également, il n'a pas été pensé pour traiter la question écologique. Aujourd'hui, la question qui se pose pour les pays émergents, qui sont à peu près là où on était les pays riches en 1900, sur le poids de l'impôt par rapport au revenu national, sur le poids de l'État social financé par l'impôt par rapport au revenu national, c'est comment créer cet État social et en même temps en faire un État écologique. Et ce que je n'aurai pas le temps de vous raconter aujourd'hui, mais j'en parle plus longuement dans mon livre Insoutenables inégalités, pour ceux qui auraient envie de prolonger la discussion, eh bien c'est que aujourd'hui, les pays riches ne sont pas nécessairement dans une bonne position pour donner des leçons aux pays pauvres, mais au contraire, pourraient peut-être davantage s'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde en développement. Et je pense que l'exemple indonésien que je montrais ici est en fait un bon contre-exemple à ce qui a pu être fait en France sur la question de la taxation carbone, de la fiscalité carbone, où en France, et je conclurai là-dessus, qu'est-ce qui a été fait en 2018 ? On tente de verdir notre fiscalité, de verdir notre État social en imposant cette fiscalité sur le carbone. En même temps, qu'est-ce qui est fait ? Donc, une taxe carbone à environ 4 milliards sur la consommation des ménages. En même temps, 4 milliards d'impôts sont réduits sur les 5% les plus riches de la population en réduction d'impôts sur le patrimoine ou sur les revenus du capital. Avec très peu de ressources allouées pour venir compenser, pour venir aider les ménages français dans le besoin qui doivent maintenant payer cet impôt sur le carbone, mais qui n'ont pas de moyens de faire autrement. Les Indonésiens ont été confrontés à un problème similaire dans les années 2010 avec des réformes sur la fiscalité des énergies. Quel est le modèle qui a été choisi en Indonésie ? Eh bien, pour que ça marche, les Indonésiens ont décidé de réinjecter ces recettes sur la fiscalité des carburants pour les investir largement dans le déploiement de nouvelles politiques de santé et d'éducation.
Est-ce le développement d'une nouvelle forme d'État qu'on pourrait appeler social écologique? L'avenir nous le dira, mais voilà ici une direction extrêmement intéressante qui nous vient d'un pays émergent. Je vais m'arrêter là pour laisser du temps au reste des discussions. Vous aviez ici une matrice de lecture des politiques publiques, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres. Et il me semble que c'est vraiment vers cela que les politiques publiques devraient avancer, une lecture selon plusieurs dimensions. Est-ce que votre mesure va avoir un effet sur le bas de la distribution, le milieu de la distribution, le haut de la distribution, et quel type de mesures écologiques le gouvernement favorise? Pour cela, et vraiment je conclus là, il nous faut aussi davantage de données. Donc je reboucle par rapport au point qui était fait initialement. Il faut mettre à la disposition des gouvernements et du grand public cette révolution digitale qui est en cours. Je vous remercie et je m'excuse d'avoir été un tout petit peu trop long. Merci beaucoup, Lucas, et c'était extrêmement riche et fourni comme intervention. On sent bien que vous n'avez pas pu dire tout ce que vous souhaitiez, et donc ça sera l'occasion, j'espère, de vous réinviter. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, et le temps est respecté, il n'y a pas de problème. Je vais tout de suite donner la parole à James Galbraith, donc, qui nous fait l'honneur d'avoir accepté également d'intervenir en plénière. Et qui donc intervient des États-Unis, la côte Est, je pense. Donc, James, bienvenue à Rennes, et c'est à vous si vous êtes là. James, vous nous entendez? Vous pouvez intervenir. Je ne sais pas si votre micro est allumé. Est ouvert. Tu vois ou pas? Voilà, excusez-moi. Pas de problème. Alors, ça va maintenant? Ouais, très bien, très bien. Très bien, très bien. Merci beaucoup. C'est un très grand plaisir pour moi d'être chez vous et de faire un retour, bien que ce soit électronique, à Rennes, une ville que je connais depuis une année scolaire en 1968-69 que j'ai passé à l'Institut franco-américain qui est Châteaubriand. Alors, pour moi, c'est un très grand plaisir de faire une petite réunion avec mes amis. Je vais vous donner un petit tour des résultats des enquêtes d'un projet sur les inégalités à l'échelle mondiale qu'on appelle University of Texas Inequality Project, qui nous a permis de faire des calculs sur le niveau des inégalités, l'évolution des inégalités dans beaucoup de pays à travers le monde, et même de trouver l'évolution un peu des inégalités à l'échelle mondiale même. Alors, vous pouvez trouver les recherches, les chiffres et beaucoup de renseignements sur le site qui est marqué sur ce diapositive. Alors, je vais commencer comme j'aime faire avec une citation du philosophe américain Charles Sanders Peirce, que j'aime beaucoup, qui a écrit en 1877 à propos de Kepler, qu'il a entrepris je vais vous donner une traduction un peu légère, quoi, de dessiner une courbe sur les endroits de la planète Mars. Et sa contribution en science, c'était d'impressionner les astronomes que c'était ça qu'il fallait faire s'ils voulaient améliorer leur travail, qu'il ne fallait pas se contenter avec les enquêtes à propos des systèmes des épiciers, mais qu'il fallait s'asseoir aux chiffres et trouver ce qu'en fait était la courbe.
Et c'est ça, c'est le sentiment qui nous a animés depuis un quart de siècle maintenant avec mes étudiants, une équipe qui a beaucoup changé à travers les années, mais très internationale et très douée pour en fait faire une contribution aux travaux qui ont été faits par les autres. Il y a, on sait très bien, beaucoup de difficultés avec les chiffres sur les inégalités. Lucas on a parlé tout à l'heure. Il y a d'abord les enquêtes et il y a une critique assez suffisante qui a été faite par Thomas Piketty et ses collaborateurs à ce sujet. Je n'ai rien à faire là-dessus, mais rien à dire là-dessus. Mais il y a aussi cette alternative que nous présente l'équipe Piketty sur les systèmes fiscaux. J'en ai fait ma propre critique dans le journal Development and Change il y a 3 ans maintenant. Alors, il faut se poser les questions, est-ce qu'il y a encore des alternatives? Est-ce qu'il y a encore des moyens de faire ces estimations qui puissent nous servir à nous informer sur la situation actuelle sur les inégalités économiques dans le monde tel qu'il est. Et en effet, on a trouvé une méthode qui se sert des chiffres administratifs, surtout sur les emplois et sur les salaires qui sont accumulés par industrie ou par région. Notre méthode dépend d'un calcul très facile de la statistique de Tile, d'Henri Tile, l'économétricien très bien connu, qui nous permet de calculer les inégalités entre groupes de types très divers. Les groupes, ça peut être des industries, ça peut être des secteurs, ça peut être des pays, ça peut être des régions géographiques, un peu n'importe quoi. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que les chiffres sont facilement disponibles à très petit prix, donc on peut faire ces recherches sans grand financement, sans soutien extérieur, et ils sont disponibles d'une façon assez contemporaine. Donc, on n'est pas obligé d'attendre que les gens descendent à travers le pays, faire des enquêtes et des sondages, parce que ce sont des chiffres que les gouvernements accumulent d'une façon régulière. Alors, entre d'autres, il y a le employment aux États-Unis, employment and earnings, ou même des chiffres sur les impôts, local area personal income statistics. En Russie, on a trouvé les chiffres sur le travail de Goskomstat, très utiles. En Chine, l'annuaire statistique de l'État. Eurostat, il y a Regio sur les régions européennes. À l'OCDE, il y a l'analyse structurelle. Et surtout, à l'UNIDO, il y a des statistiques industrielles qui couvrent une grande partie du monde et qui nous ont été très utiles. Je vais vous montrer des bases de données qui sont surtout basées sur les statistiques industrielles de l'UNIDO. Alors, mais avant de faire ça, je vais vous démontrer un peu comment marche cette méthode à propos de la Chine. Ce sont des mesures des inégalités d'abord à travers les provinces et ensuite à travers les secteurs. Et on peut faire l'addition pour trouver les mesures des inégalités pour le pays, pour la totalité du pays.
ce sont des mesures qui sont très semblables, effectivement, à ce que vous a montré il y a quelques minutes, Lucas Chancel, aussi les résultats des enquêtes, mais c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus contemporain pour calculer ça. On a pu démontrer qu'il y avait en effet un sommet des inégalités, de la hausse des inégalités en Chine environ en 2002-2003, bien avant les autres qui ont fait des enquêtes là-dessus, parce que effectivement, c'est très facile à faire. Alors, entre régions, entre secteurs. Mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer effectivement notre ouvrage le plus répandu, c'est-à-dire une base de données des inégalités des revenus entre ménages, niveau et changement à l'échelle mondiale entre 1963 et environ 2014, qui monte maintenant à plus de 4000 observations sur 154 pays, et que nous croyons qu'elle soit la base de données sur les inégalités mondiales la plus répandue, qui se trouve concentrée sur une seule mesure des inégalités, c'est-à-dire une seule idée, et qui ne sert pas des interpellations. Donc, il n'y a pas, on n'est pas obligé de faire des estimations d'un pays sur l'expérience d'un pays voisin sur les années voisines. Alors, en bref, cette base de données, excusez-moi, une petite erreur de base de données plurielle, EHI consiste en des coefficients Gini estimés par des méthodes économétriques sur une base de mesures TILE qui sont elles-mêmes dérivées de la base de données sur les salaires industriels de l'UNIDO et la proportion des emplois en manufacture par rapport à la population du pays. Donc, c'est un modèle extrêmement simple. Il n'y a que deux coefficients qui déterminent notre estimation des inégalités entre ménages pour chaque pays. Et l'idée des inégalités, le conception des inégalités, c'est uniquement sur les inégalités entre ménages des revenus non revenus disponibles et non revenus marché, mais gross income, c'est-à-dire après avoir reçu des transferts publics, mais avant l'effet de la taxation. Alors, je vous montre effectivement des sommaires par décennie de nos estimations. Et donc, voici pour les années 60. Alors, on n'a pas en effet tous les pays pour cette époque-là, mais on en a suffisant pour voir un peu comment étaient les choses. Il y avait des régions plutôt égalitaires, c'est-à-dire les pays de l'Europe et de l'Amérique du Nord, de l'Océanie, c'est-à-dire les pays industrialisés, et les inégalités bien plus élevées dans des régions, des régions tropicales, des régions du tiers-monde, ce qui ne doit surprendre à personne, ce n'est pas une surprise, mais ça nous donne en fait une base de départ pour voir ce qui est arrivé ensuite. Alors, voilà les années 70, ensuite les années 80, les années 90, et vous voyez que les inégalités commencent à monter un peu partout, jusqu'aux années 2000, où on voit que pour la plupart des pays du monde, le niveau des inégalités entre ménages c'est approximativement ce qu'elle était dans les pays du tiers-monde aux années 60. C'est-à-dire, effectivement, le monde est beaucoup plus riche, mais les inégalités sont très élevées par comparaison avec
avec l'histoire, sauf dans un petit nombre de pays dans l'Europe du Nord et un peu dans l'Europe de l'Est. Alors, voilà les années 60 et ensuite les années 2000. Alors, un changement, je crois, qui a l'effet de valider nos estimations parce que effectivement, c'est le sens commun. Alors, mais il faut faire une enquête beaucoup plus profonde pour savoir si ces chiffres sont vraiment valables. Alors, ce qu'on a fait, effectivement, c'était de faire des recherches dans la littérature sur le sujet pour déterminer où étaient les résultats comparables, les résultats sur les inégalités à travers les enquêtes dans les pays qu'on a essayé aussi nous-mêmes on a essayé nous-mêmes d'estimer les inégalités. C'était un travail qui a été effectué par une jeune femme française, d'origine française, Béatrice Albach, tout à fait exceptionnelle, à travers des années d'ailleurs. Alors, on peut effectivement summariser, faire un sommaire des résultats en vous montrant ce qu'on a trouvé pour beaucoup de pays. Alors, dans les pays riches, il faut que j'explique un peu. Les lignes vertes, ce sont les inégalités, market inequality, les inégalités des revenus des marchés. Les lignes rouges, ce sont les inégalités des revenus disponibles, c'est-à-dire après avoir pris compte les effets de la taxation. Et les lignes bleues, ce sont les inégalités de revenus gross income. Et la ligne noire, c'est notre estimation. Alors, ce qu'on veut trouver, c'est que notre estimation soit environ comparable aux lignes bleues. Alors, je vais vous montrer un tas de pays pour démontrer que c'est en fait le cas. Voilà le Danemark, voilà l'Allemagne, alors c'est très, très proche. Voilà l'Espagne, voilà le Royaume-Uni. Évidemment, j'aurais dû mettre la France là-dedans, mais c'est un peu la même chose. J'ai abrévié un peu pour vous montrer les pays en voie de développement sans utiliser trop de temps. Alors, il y a un deuxième groupe de pays, c'est-à-dire les pays qu'on dit en voie de transition. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, transition jusqu'à où, ce n'est pas très clair, mais la situation est assez différente parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les revenus disponibles et les revenus grosses. Alors, mais pour la Tchécoslovaquie et la République tchèque, c'est encore le cas que nos estimations sont très proches à ceux qui ont été faits par d'autres. Mais on a l'avantage d'avoir une continuité de notre estimation beaucoup plus longue. Alors, on peut s'en servir avec confiance. Alors, en Pologne, en Russie, vous voyez, comme on est tout à fait d'accord avec Lucas et compagnie, que sur la hausse énorme des inégalités en Russie au début des années 90, mais ensuite, nos estimations sont assez proches aux enquêtes. Même chose en Ukraine. Alors, je passe aux pays en voie de développement. Et il faut dire ici, c'est un peu plus difficile parce que les enquêtes sont beaucoup moins répandues, beaucoup plus problématiques que dans les pays développés où on peut faire ce genre d'enquête avec beaucoup de ressources, beaucoup plus de ressources. Mais quand même, on peut prendre l'Argentine, alors on est quand même pas mal, on est assez dans le même on est proche aux autres estimations. Aux Indes, il n'y a qu'une enquête, c'est celui-là de Luxembourg Income Studies, qui soit comparable effectivement à nos estimations assez proches. Pour la plupart, aux Indes, on a des estimations qui ont été faites
à travers la consommation, les estimations des inégalités sont beaucoup plus basses, mais il n'y a pas du tout comparable à nos idées des inégalités de revenus. Alors, Côte d'Ivoire, vous voyez un peu la même chose. Il y a assez peu d'estimations, mais quand même assez raisonnable par rapport à ce qui existe. En Égypte, tout à fait la même chose, vous voyez. Au Kenya, encore. Il faut dire qu'il y a des avantages là, parce que si on veut faire des enquêtes sur ce genre de pays, surtout en Afrique, on a le choix entre les enquêtes qui ont été faites à des moments un peu arbitraires et nos estimations qui ont l'avantage d'avoir une continuité. Alors, Maurice, okay, c'est très clair. Je ne veux pas dire que nos estimations soient parfaites. Il y a bien sûr, il y a des problèmes. Je vous en montre le cas d'Afrique du Sud, où nous avons fait des estimations qui sont beaucoup plus basses que la plupart des enquêtes. Mais il faut dire qu'il y a quand même, on peut expliquer ça. J'étais à Johannesburg pour discuter ce problème avec des spécialistes. Il y a d'abord le fait que nous avons, c'est la seule série, base de données qui nous donne des estimations à travers la période de la libération sud-africaine. Ici, avant la libération, il y a beaucoup de gens qui sont exclus des enquêtes parce qu'ils ne sont pas officiellement des citoyens de l'Afrique du Sud. Mais après la libération, on a découvert que dans les enquêtes, environ 30% des ménages de l'Afrique du Sud s'expliquent qu'ils n'ont aucun revenu. Ce qui est très curieux parce que comment on peut exister un ménage sans revenu quelconque. Mais évidemment, c'est une question effectivement linguistique, une question des sens du mot, des mots. Les gens considèrent qu'ils n'ont pas de revenus s'ils prennent le revenu d'une façon très irrégulière, d'une façon informelle ou qui dépendent de la basic grant qui est donnée par le gouvernement, une très petite somme, mais ne considérons pas que ça comme le revenu, income, qu'ils considèrent que ce soit le résultat d'un travail. Alors, on peut expliquer une différence même de 30% dans les coefficients Gini par les 30% qui estiment qu'ils n'ont pas, ils n'ont aucun revenu. Alors je passe très rapidement à l'échelle mondiale. On peut faire avec une base de données telle que nous avons développée, on peut dériver effectivement une évolution mondiale des inégalités à l'intérieur des pays, mais une espèce de mouvement, une coévolution des inégalités. C'est très clair que vous avez un point, turning point, qui se trouve en 1980 et qui continue jusqu'à environ 2000. Alors, de quoi s'agit-il? Bien sûr, d'abord, il y a cette crise pétrolière en 1973, une espèce de boule sur le prix des commodités jusqu'à 1980. Et ensuite, une période des inégalités, la chute de l'URSS, des régimes socialistes en Europe de l'Est, environ 1990, la crise asiatique en 1997, le bull Nasdaq, la grande crise financière, sont tous là dans cette base de données. Bien sûr, le point le plus important, c'est la crise de l'endettement du tiers-monde qui s'est déroulée à travers
la hausse des taux d'intérêt et la crise financière qui était d'origine aux États-Unis en 1979 et 1980. C'est très, très clair. On n'a pas besoin de régression, on n'a pas besoin on a besoin de rien par une certaine connaissance de l'histoire de l'époque et des événements qui se sont déroulés à l'échelle mondiale pour savoir qu'il s'agit là des régimes financiers et de l'imposition du modèle néolibéral dans la plupart des pays du monde. Alors, je vous laisse avec une liste d'autres ressources. D'abord, une critique, peut-être pas suffisamment aimable, de mes amis The World Inequality Report, une comparaison des bases de données sur l'inégalité mondiale, une comparaison des bases de données en Amérique latine, une comparaison des bases de données sur l'inégalité à l'échelle mondiale de Luxembourg, OCDE, Amérique latine, la Banque mondiale et le nôtre, et un article qui s'est sorti assez récemment par moi-même et une collaboratrice, Jae-hee Choi, Inequality Under Globalization. Alors, je vous laisse aussi avec une liste de mes collaborateurs, dont Jae-hee est de Corée, Béatrice, elle est française, Alexandre, polonaise, Delphina, Argentine, Amine de l'Iran, Venjia, bien sûr, de la République populaire de Chine. Et je m'arrête avec un grand remerciement, un grand merci d'avoir eu cette occasion de vous parler un peu. Bien, merci beaucoup pour cette intervention très complète aussi. Là, on a commencé à avoir beaucoup de choses, d'informations, de données et de visions sur les inégalités. Donc, merci James. Vous nous entendez? Oui. Ouais, c'est bon? OK. Non, c'est mes oreilles, c'est pas vous. Et merci Oxy d'avoir accepté comme ça d'intervenir en français. C'est très chaleureux, beaucoup plus convivial pour tout le monde aussi. Sympathique. Alors, juste, je précise sur un aspect technique, apparemment, il y a un problème général de réseau sur tous les systèmes informatiques des universités en France aujourd'hui. On ne sait pas très bien pourquoi, c'était le contre-choc biélorusse ou autre chose, mais donc à la fin de cette séance, Léo rappellera, voilà, il est en train de le faire, le mail sur lequel vous pouvez nous joindre hein, s'il y a besoin pour demain, par exemple, si le problème continue. Je vais tout de suite donner la parole donc, à ceux qui le souhaitent pour intervenir sur les deux interventions donc, de Lucas Chancel et de James Galbraith sur ces questions d'inégalité. Donc, on a une question de... On passe la main peut-être à Léo, vas-y. La question de Marc Imbert. Première question donc, de Marc Imbert pour Lucas Chancel. Est-ce que la raison principale des inégalités, c'est l'absence ou le degré d'état social? Oui, et du coup, j'en profite moi pour enchaîner sur une question personnelle qui va essayer de faire le lien entre ces deux présentations. J'avais une question peut-être plus pour Lucas, mais peut-être que James pourra rebondir. Quand vous parlez d'état social et écologique, moi ça me fait penser à la thèse de James Galbraith sur l'état prédateur. Du coup, comment vous imaginez finalement les rapports de force et les institutions pour mettre en place un tel état social et écologique et en gros, comment faire en sorte que ce ne soit pas, que ça ne devienne pas un état prédateur et qu'on aille bien dans le sens d'un état social et écologique. Voilà. Si vous pouvez mettre ça un peu dans le chat, ça me serait beaucoup plus facile parce que j'ai pas mal de difficultés en ce moment à vous écouter clairement. Alors, on laisse Lucas peut-être répondre à la première question et je vous mets la mienne dans le chat alors.
Merci beaucoup pour ces questions, cette extension de la discussion. Je pense qu'en première approximation, effectivement, quand on regarde les niveaux d'inégalité dans le monde, dans tous les pays du monde, et le niveau de l'État social mesuré en termes de ratio, de recettes fiscales, de dépenses du gouvernement central ou de gouvernement d'État fédéré au sein d'un État fédéral. Ce niveau-là est un bon prédicteur du niveau des inégalités. D'un point de vue historique, la montée de l'État social, la montée de ses capacités de financement, de ses capacités de dépenses, et notamment de ses dépenses en matière éducative et en matière de santé, correspond également à de fortes périodes de réduction des inégalités. Comment ? Grâce à la redistribution, d'une part, on réduit les inégalités après impôt, mais aussi et surtout grâce à ce qu'on pourrait appeler la prédistribution, c'est-à-dire qu'on réduit les inégalités sur le marché au niveau de la formation des salaires. Donc, il me semble qu'effectivement, l'État social, à la fois du point de vue dépenses sur la question de la prédistribution et aussi au niveau fiscal par rapport à la redistribution, et un élément, si ce n'est l'élément clé en première approximation qui nous permet d'expliquer ces différences internationales, mais aussi intertemporelles sur les niveaux d'inégalité dans le monde. Deuxième point sur l'État, comment est-ce qu'on passe à un État social, écologique, c'est quoi l'économie politique de ces forces? Je pense que le premier élément de cette économie politique, c'est de créer des majorités qui ont intérêt à aller vers un État social, écologique. Et quand les mesures proposées sont des mesures qui vont favoriser certains groupes qui sont déjà bien portants, qui ont déjà bénéficié de la croissance économique des dernières années, et que en parallèle, on va mettre en place des mesures écologiques qui vont faire davantage mal aux groupes défavorisés, aux classes populaires, aux classes moyennes, alors c'est impossible de trouver une majorité politique, de créer des coalitions qui vont soutenir ce mode de réforme. Et je pense que l'exemple français est extrêmement intéressant en 2018, où les Gilets jaunes, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas d'écologie, ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas de fiscalité carbone, c'est qu'ils ne voulaient pas cette manière-là de la mettre en place, c'est-à-dire une fiscalité carbone extrêmement régressive, avec très peu d'investissement dans les services publics qui permettent à chacun d'accéder à une énergie à bas coût. C'est l'inverse de ce qui a été fait notamment en Suède à partir des années 80, où la puissance publique, et notamment la puissance publique locale, les municipalités, ont massivement investi dans des réseaux de chaleur urbains, ce qui a permis à tous d'avoir un service public de l'énergie bas carbone, à bas coût, et qui va être très complémentaire à partir de 1900, du début des années 90 en Suède, quand on va mettre en place cette réforme majeure de la fiscalité carbone. Les gens peuvent se déporter d'une source d'énergie polluante à une source non polluante. Pourquoi? Parce qu'il y a un service public, parce qu'il y a un état social de la transition écologique. Et je pense que ce qui a été fait, ce que j'essaie de raconter très rapidement en Indonésie, par exemple, c'est intéressant parce que ça nous montre que certains pays émergents ne tombent pas dans les pièges que des pays riches, dans lesquels certains pays riches sont tombés. Et notamment en créant des coalitions d'acteurs, d'individus qui vont avoir un intérêt matériel dans le fait de supprimer ces énergies fossiles. On supprime ces énergies fossiles, mais on met aussi du cash transfer en éducation pour la santé, dont chacun va voir le bénéfice très concrètement dans sa vie de tous les jours. Okay. Merci Lucas. James, est-ce que vous voulez répondre à la... Je veux d'abord répondre à Thierry Montalieu sur la question de Kuznets et aussi un peu à Marc Humbert sur les effets de financiarisation.
je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer la génie de Simon Kuznets. C'est un aperçu fondamental que je crois validé par les données que les forces les plus importantes dans l'évolution des inégalités, c'est les transitions entre secteurs. D'abord, premièrement, l'industrialisation. Donc, vous aviez les pays de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe du Nord, de l'Amérique du Nord avec des classes moyennes qui étaient des classes ouvrières et des classes industrialisées, c'est très clair. Mais il y avait des limites à cette idée. D'abord, pour Kuznets, le point de départ, c'était un peu les fermiers de la Nouvelle-Angleterre, peut-être de l'Allemagne, des petits artisans, des petites fermes. Donc, une base, point de départ égalitaire. Donc, augmentation des inégalités avec la différence entre les villes et la campagne. Mais ce n'est pas du tout la situation dans le reste du monde, même pas dans le sud des États-Unis, avec les latifundia et tout ça. C'était des points de départ très inégalitaires. Et Kuznets savait, en fait, il savait. Il admettait, ce n'était pas les gros propriétaires, c'était en fait une théorie sur les salaires et les revenus. Alors, ensuite, avec la mondialisation, il y a un effet mondial de la finance. Hein. Alors, les pays qui sont concentrés dans la finance et la technologie, tels que les États-Unis, l'Angleterre, tels que un peu le Japon aussi, ont une tendance avec la croissance d'avoir une augmentation des inégalités parce que ce sont des revenus des capitaux, des revenus de la technologie, des revenus de la finance qui s'augmentent le plus rapidement. Alors, c'est le même principe que Kuznets, mais ce n'est pas le même monde. On n'habite plus ce monde de la guerre froide et de la domination industrielle des États-Unis sur les pays de l'Ouest. Une question très intéressante sur la pandémie. J'ose estimer qu'en fait, entre pays, ça va diminuer les inégalités parce qu'il y avait une capacité de résilience des pays asiatiques qui était beaucoup plus forte que celui des États-Unis et de l'Europe. Et ça va peut-être continuer et même accélérer la diminution des différences entre ces deux régions. Entre pays, autre chose, hein, parce que c'est très clair, au moins en 2020 aux États-Unis, la politique économique des États-Unis, c'était pour effectivement de soutenir les prix, soutenir les revenus des capitaux, les prix des bons, des actions des corporations, des grandes entreprises. Ils ont réussi de façon formidable, hein, mais ça a laissé la plupart de la population travailleuse dans une position abîmée par rapport aux autres. Alors, ça a une réponse un peu compliquée, je crois, mais il faut voir. Merci beaucoup pour ces réponses. Peut-être une autre question, peut-être plus pour Lucas, posée par Hassen. Comment les pays du tiers-monde pourraient-ils enclencher leur processus de développement alors que la réglementation mondiale stipule qu'il faudrait respecter les normes écologiques? Ne croyez-vous pas que cette réglementation constitue un frein pour les pays, pour le développement des pays du Sud? On vous laisse répondre, Lucas. Je suis en train de relire la question en regardant ce monde stipule. Je pense que le premier point dans cette discussion, avant de passer aux pays émergents et aux pays à bas revenus, c'est que les pays riches doivent faire d'abord les efforts auxquels ils ont consenti à partir de l'accord de Paris. J'ai supprimé, je n'ai même pas parlé de ces slides tout à l'heure, mais même par rapport
aux objectifs fixés à Paris, vous n'avez aucun pays riche qui atteint ces objectifs. À partir du moment où on inclut dans le bilan global des pays les émissions liées à l'ensemble de leur consommation. Donc, quand on regarde la consommation ou l'impact matière de la consommation du niveau de vie des pays riches, on est très loin d'atteindre les objectifs qu'on s'est nous-mêmes fixés. Et on sait par ailleurs que les objectifs fixés à Paris par les pays riches, si on fait la somme de tous ces objectifs-là, on n'atteint même pas les 1,5 degrés, encore moins les 2 degrés. Donc je pense que le premier point, c'est il y a un vrai sujet sur les opinions publiques, les gouvernements au sein des pays riches pour vraiment forcer ces gouvernements-là à faire ce à quoi ils sont engagés et à aller au-delà. Et c'est ça qui permet de développer une enveloppe carbone, le peu de carbone qui nous reste à émettre d'ici à 2100 pour rester sous les 1,5. Bon, les 1,5, malheureusement, en fait, on y est déjà si on prend en compte l'ensemble des émissions déjà émises. Donc, il faudrait qu'on s'arrête maintenant si on voulait réduire la hausse des températures à 1,5 degré parce qu'on a ce lag climatique de quelques décennies qui fait que le réchauffement climatique va continuer à se poursuivre même si on arrêtait toutes les émissions maintenant. Si on veut rester sous 2 degrés et si on veut laisser une enveloppe, une capacité aux pays émergents, aux pays à bas revenus à émettre davantage qu'ils émettent aujourd'hui, parce qu'il va y avoir des investissements qui vont être malheureusement nécessairement induisant du carbone, eh ben, il faut que cette enveloppe elle soit disponible pour les pays les plus pauvres. Ça, c'est le premier point de la réponse. Sur le deuxième point, eh bien, je pense que sur la réglementation mondiale, il faut imaginer des alliances entre pays à bas revenus avec différents mécanismes de certification, mais peut-être aussi de fiscalité aux frontières. Ce que les Européens discutent en ce moment, c'est-à-dire une taxe carbone aux frontières pour empêcher des délocalisations, des fuites de carbone, eh bien, les pays à bas et à moyen revenu pourraient le mettre en place sur des questions environnementales, mais aussi, je pense, sur des questions fiscales. Aujourd'hui, les multinationales européennes évadent énormément d'impôts dans les pays à bas revenus. Les pays à bas revenus sont des grands perdants du système actuel, des propositions en cours à l'OCDE sur une réforme de l'impôt sur les multinationales. Tout ça, c'est des ressources en moins qui rendent plus compliqué le développement de politiques écologiques au niveau national. Et donc, je pense que ça fait partie de cette discussion, de cette équation sur les standards, sur les règles internationales à mettre en place sur les secteurs industriels dans les pays du Sud, mais aussi sur les entreprises du Nord et sur leurs pratiques d'évasion fiscale agressive dans ces pays qui limitent les ressources pour le développement d'un État social écologique dans ces pays-là. Merci beaucoup, Lucas. Alors, je vais me permettre de poser une question, puisque j'ai la parole. Il y a un point de convergence très, très fort dans vos travaux. Là, je vais prendre le contre-pied du mauvais esprit de François Rouault, s'il nous regarde. Il y a un point de convergence très fort dans vos travaux sur les inégalités. C'est ce décollage à partir du début des années 80 des inégalités aux États-Unis, mais plus globalement, c'est vraiment ce moment où ça décolle, les inégalités. Et donc, c'est la révolution néolibérale plus le monétarisme. Ensuite, ça se diffuse assez largement et l'augmentation des inégalités se poursuit. Bref, au point de départ, il y a quand même un élément politique très fort, qui est cette révolution néolibérale du début des années 80, des années 70. Et ma question, mais malheureusement, j'ai un peu peur d'avoir la réponse, mais je pose quand même la question, parce qu'on a beaucoup d'experts et c'est une chance de ces dimensions-là. C'est depuis le début des années 80, donc depuis 40 ans, à part peut-être Lula au Brésil, les politiques Lula, qu'est-ce qu'il y a eu comme politique au niveau mondial, dans quel pays ou quel gouvernement, quelle politique qui ont produit des résultats dans l'autre sens de réduction des inégalités? J'ai pas l'impression qu'il y en ait, en tout cas c'est une question que je pose. Et si je vais me permettre d'ajouter la question de Marc Imbert, qui est un peu liée, là, qui demande effectivement quelles sont les forces politiques qui soutiennent
la réduction des inégalités et quel poids ont-elles? Je peux un peu répondre dans mon ancienne capacité de conseiller en chef sur les réformes macroéconomiques de la République populaire en Chine entre 1993 et 97. Ce que je les ai conseillés, c'est surtout de se garder d'une intégration profonde avec le système financier international, surtout de se garder de se priver des contrôles sur les mouvements des capitaux pour qu'ils puissent garder la souveraineté et l'indépendance, la marge de manœuvre dans leur voie de développement interne, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est ça surtout la situation qui rend la vie très difficile pour les autres pays, qu'ils soient obligés de suivre les mandats de Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, avec des économistes néolibéraux qui sont un peu partout et qui doivent effectivement se séparer de tout cela. Et je crois qu'il y a des voies qui soient beaucoup plus efficaces pour et le développement social et la transition écologique que cette voie d'intégration et de soumission aux forces de finances et des instabilités des finances internationales. Alors, pour moi, c'est très clair. On peut voir ça dans les chiffres, c'est très clair qu'une grande partie des difficultés viennent de là, que les pays qui se sont protégés, qui se sont isolés des forces internationales mondiales financières ont eu un succès beaucoup plus profond, surtout la Chine. Je veux aussi répondre un peu à cette question très importante de M. Nassir sur les estimations des inégalités qui sont biaisées dans les pays de développement à cause des secteurs informels, le non-salarié, le travail domestique, tout ça est très important. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire une comparaison avec nos estimations, ce que je vous ai montré, avec les enquêtes qui ont été faites par d'autres. Alors, les enquêtes qui ont été faites par d'autres prennent compte de tous ces autres facteurs. Mais nous, c'est seulement les inégalités entre secteurs dits industriels et la proportion de la population qui se trouve dans les emplois industriels par comparaison avec la population en totalité, c'est-à-dire le degré d'industrialisation de un pays. Avec ces deux chiffres, avec ces deux coefficients, on fait des estimations, on fait une comparaison. Alors, c'est pas mal dans la plupart des cas, c'est pas mal. Alors, on peut dire avec un certain degré de confiance que c'est une méthode qui marche. Alors, ce n'est pas parfait. J'aurais pu vous montrer quelques autres cas où nous sommes hors des autres chiffres. Mais l'avantage, c'est qu'on peut utiliser ça pour des comparaisons à longue durée et à travers beaucoup de pays sans avoir à se demander est-ce que cette coefficient est vraiment comparable à cet autre notre sondage, notre enquête, un autre moment dans l'histoire. Ça sert pour certains objectifs tels que la découverte d'une évolution commune dans le trajet des inégalités et pour identifier ces moments décisifs tels que la crise d'endettement. Ce qui est très clair. Les gens qui ont vécu ça savent cela, mais ça renforce effectivement le sens commun d'avoir des chiffres qui disent oui, c'était un moment fondamental avec l'introduction d'une politique globale néolibérale et une crise d'endettement qui a facilité ce changement de direction dans les politiques de développement. Peut-être pour rebondir sur ce que disait James et sur la question posée initialement sur quels sont les pays qui auraient réussi là où les autres auraient échoué, je pense que quand même
je rejoins hein, le point de James sur la Chine, qui est sur une trajectoire, et notamment à partir du milieu des années 90, très différente, notamment de celle de l'Inde. Petit point sur les données présentées par James sur l'Inde, où j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose en Inde, alors qu'il y a une explosion des inégalités à partir du milieu des années 80, de la mort d'Indira Gandhi, avec tous ces plans quinquennaux et de libéralisation des réglementations de l'économie, une explosion vraiment des très hautes rémunérations et une stagnation relative en bas, qui est, je pense, très importante à analyser. Mais pour revenir sur ce point des divergences de trajectoire, je pense qu'il faut aussi regarder, pas forcément là où les trajectoires sont complètement en opposé, mais là où, au sein d'une même trajectoire, les résultats sont divergents. Et je pense que là-dessus, c'est extrêmement intéressant, important, instructif de comparer notamment l'Europe et les États-Unis. Autre point soulevé là, par rapport à la présentation qu'on a eue, moi ce que je voyais en 2000 dans le graphe de James, c'était que les États-Unis étaient à la même couleur que l'Europe. Or, à partir des années 2000, justement, il y a une divergence fondamentale sur la distribution de la croissance aux États-Unis d'un côté, des revenus et des patrimoines, aux États-Unis et en Europe. Et je pense que c'est extrêmement intéressant pour comprendre les différents degrés, les différentes couleurs du spectre de ces révolutions néolibérales qui, en fait, peuvent englober un paquet de politiques qui sont très différents d'un pays à l'autre, même si on a libéralisation des flux des capitaux en Europe comme aux États-Unis. Je vous renvoie au magnifique ouvrage de Ravi Abdelal, Capital Rules, qui explique comment la libéralisation du capital, c'est une pensée économique qui vient de Paris. Ce n'est pas le consensus de Washington, c'est le consensus de Paris, autour d'économistes qui étaient proches de François Mitterrand, le premier cercle des économistes autour de François Mitterrand. Il se trouve que ça va d'abord prendre aux États-Unis, en Angleterre, et puis ensuite ça va revenir au moment du tournant de rigueur en France, mais que c'est de là que ça émerge. Cela dit, l'ampleur de la libéralisation et de la marchandisation de la société, pour le dire peut-être en une formule un peu choc, n'est pas la même aux États-Unis et en Europe. Et l'Europe réussit quand même à préserver, dans une certaine mesure, à préserver sa société d'un certain niveau de marchandisation. Je pense par exemple, l'Europe continentale, aux politiques éducatives et aux politiques de santé en Europe, et notamment en Europe, en Allemagne ou en Europe du Nord, vous avez toujours des politiques éducatives assez fortes, universalistes, et aussi des étudiants qui continuent d'être financés pour leurs études. Alors, c'est de moins en moins le cas, c'est remis en question, notamment en Allemagne, avec des référendums de politiques qui veulent supprimer cette gratuité de l'université, une société qui résiste. Mais globalement, quand on regarde les masses de financement dans ces services publics essentiels, le niveau de privatisation de ces services publics essentiels, l'Europe a, bon an, mal an, encore réussi à préserver une partie de ce modèle social. La tendance n'est pas la bonne, la trajectoire n'est pas la bonne. Mais cette différence sur le niveau de la privatisation, de la marchandisation des services publics, nous permet d'expliquer en partie cet écart extrêmement impressionnant et marquant qu'on observe d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, écart qu'on ne pourrait pas expliquer par la technologie ou par le commerce international. Ouais, ça, il y avait... Alors, juste... Merci beaucoup de ces interventions, mais en fait, je vais être encore plus clair. Et effectivement, il y a des différences Europe-États-Unis, comme bien sûr, comme ça a été évoqué. Il y a une résistance européenne, entre guillemets, mais les tendances sont quand même les mêmes. Elles sont toutes ascendantes depuis les années 80, partout. Et là où ça redescend parfois, j'ai l'impression que c'est juste un choc matière première et des prix des ressources qui baissent un peu, mais sinon, les niveaux d'inégalité sont toujours ascendants. Il n'y a aucune contre-tendance. Sauf effectivement Biden, là, comme vient de l'évoquer Marc Imbert, mais on ne voit pas bien l'impact encore, c'est un peu tôt, donc ça, je ne sais pas, James, comment vous l'anticipez. Donc ma question, c'est effectivement, est-ce qu'on est sur en perspective, en prospective, est-ce qu'on va avoir
a priori une augmentation continue des inégalités à des rythmes qui seront variables, avec des changements de pente peut-être de temps en temps, mais toujours ascendantes, jusqu'à une explosion, jusqu'à un conflit, jusqu'à un rétablissement de niveau plus moyen un peu partout, comme ça a été le cas après les guerres. C'est ça, en fait, la question, le point qui m'interroge le plus. Je ne sais pas si Biden aux États-Unis est effectivement un nouveau modèle ou quelque chose qui semble crédible, sérieux et durable. On va voir d'ici quelques années, tout au plus, une question très sérieuse des dettes des ménages qui ont été accumulées, surtout à travers la pandémie. Effectivement, on a un système où vous avez une accumulation de dettes, alors c'est le boule économique. Une réduction des dettes, c'est une récession, c'est une dépression. On va voir, parce que ça va être très difficile de résoudre cette question après plus d'une année où les gens ont été obligés de déférer leur paiement sur les hypothèques et sur les rentes. Alors, ça, c'est une question qui va nous devenir assez difficile. Quant à la comparaison des États-Unis et l'Europe, je me méfierais un peu. Parce qu'il y a deux choses qui sont très importantes. D'abord, aux États-Unis, les gens ils font ce qu'il faut faire pour faire un rapport sur les revenus en le service fiscal. Alors, ce n'est pas tout à fait clair que ça se passe en Italie, même en France ou ailleurs, où les gens ont beaucoup plus de capacité de faire cacher leurs revenus. Ça arrive ici, mais c'est pas du tout le même échelle. En Allemagne, je crois. Et il y a aussi, effectivement, il y a des différences entre pays en Europe. Alors, si on fait une comparaison avec la France et les États-Unis, ou le Danemark avec les États-Unis, ce n'est pas une comparaison juste. Ce n'est pas l'Europe entière. Et les différences de revenus entre la Roumanie, la Bulgarie et le Norvège, la Suède, ils sont très grandes. Alors, c'est quand on fait cette comparaison, c'est pas très clair que les inégalités des revenus en Europe soient beaucoup moins fortes qu'aux États-Unis. Peut-être juste un point là-dessus, parce qu'on a justement un papier avec des collègues justement sur ce point où on compare l'Europe dans son ensemble avec les États-Unis. C'est évidemment, je rejoins tout à fait James, le niveau pertinent d'analyse. 360 millions d'habitants, 500 millions d'habitants de l'autre côté. Et cette comparaison tient totalement quand on regarde l'Europe dans son ensemble, malgré les différences de niveau de vie entre la Bulgarie d'un côté, la Suède de l'autre. Vous avez aussi des différences très fortes entre la Louisiane et la Californie, mais ce qui compte vraiment là… Oh non, les différences sont beaucoup moins fortes entre les États et les États-Unis à travers depuis le New Deal de la Great Society. Alors, elles le sont, mais même quand on regarde l'Europe dans son ensemble, cet écart d'inégalité tient et est tout à fait marquant et tout à fait fort entre l'Europe et les États-Unis sur cette période considérée. Les inégalités aux États-Unis, c'est à travers les petites distances entre Manhattan et le Bronx, c'est très grand. Entre New York et Texas, c'est pas tellement grand. Alors, en Europe, c'est l'inverse. À travers le continent, c'est très grand. Entre pays, c'est pas tellement grand. En fait, je pense que, mais c'est un point extrêmement important, il me semble, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, entre États aux États-Unis ou entre pays européens, l'essentiel de l'inégalité est à l'intérieur des pays. Elle n'est pas entre les pays. Même si la divergence de revenus moyens est effectivement plus forte entre la Suède et la Bulgarie qu'entre la Californie et la Louisiane, la grande majorité de l'écart des revenus, si on regarde l'indice de Tyler par exemple, ça va être à l'intérieur des États américains ou à l'intérieur des pays européens. Donc, il me semble que cette comparaison Europe-États-Unis tient en fait la route et est importante pour comprendre ce qui se passe depuis 40 ans d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Et peut-être pour répondre à la question qui était posée sur quelles sont les tendances futures, peut-être juste un point sur Biden. Si on regarde ce qui est en train d'être fait, c'est un renversement de tendance, mais au regard
de l'histoire fiscale des États-Unis, ce que fait Biden, c'est vraiment presque rien par rapport… Ça, on est d'accord. Voilà, je pense que là-dessus, on est tout à fait d'accord. Donc, renversement de tendance, mais il faudrait qu'il soit beaucoup plus important si on veut vraiment inverser cette tendance sur les inégalités. Et quand on sait également que, là, on a beaucoup parlé de revenus, mais les inégalités de patrimoine sont encore plus fortes et leurs effets sont vraiment des effets boule de neige qui se font sentir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à cause du poids de l'héritage et de cet effet boule de neige de l'accumulation du capital. Et donc, si on n'a pas des mesures très fortes sur la concentration du patrimoine, il est très peu probable qu'on ait des changements de tendance. Dans un contexte où en Europe, on a arrêté ce fait important des années 50 à 80, qui est la hausse des investissements éducatifs, la hausse des investissements dans la santé qui bénéficient largement aux classes populaires et aux classes moyennes. Donc, si on n'a pas ça et si on n'a pas en parallèle une réforme fiscale très importante, il y a très, très peu de chances de voir quelques renversements de tendance que ce soit. Pour répondre à la question de Marc Humbert sur l'évasion fiscale individuelle vis-à-vis des autorités en Europe par rapport aux États-Unis, mon impression que l'évasion individuelle aux États-Unis n'est pas très grande parce que le code fiscal est très permissif. Alors, les gens n'ont pas beaucoup d'incentives de cacher les revenus parce qu'ils peuvent évader la taxation légalement. Tandis qu'en Europe, avec des codes peut-être un peu plus sévères et avec des habitudes des États assez faibles, surtout quand on parle de la Grèce ou de l'Italie, de l'Espagne, alors l'évasion individuelle, c'est un peu un sport national. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Peut-être pour compléter ce propos qui me semble intéressant de regarder aussi du point de vue des multinationales, des acteurs non individuels, c'est vraiment l'Europe qui a inventé ces stratégies très agressives d'optimisation d'évasion fiscale. Dans le cadre du marché commun, c'est l'Europe qui a inventé cette course vers le bas des taux d'impôt sur les sociétés parce qu'incapable de fixer un taux minimum commun, ce qui a été fait aux États-Unis au cours du XXe siècle et ce qui a empêché cette course vers le bas en matière de taux d'impôt sur les sociétés et cette course vers toujours plus d'évasion ou d'optimisation fiscale qu'on observe en Europe depuis 40 ans avec un taux moyen de l'impôt sur les sociétés qui passe de 50% en 80 à 25% en moyenne aujourd'hui et demain encore plus bas si rien n'est fait. De terminer cette session. Il faut que je dise aussi qu'en France, quand j'étais à Rennes en 68-69, j'avais l'impression qu'il y avait pas mal de Français qui partaient en Suisse avec des valises bourrées de je ne sais pas trop quoi, mais ce n'était pas strictement pour faire des vacances de ski. À l'époque. Peut-être que le comportement des plus riches a permis à votre concitoyen amélioré depuis. Le tourisme financier en Suisse, je crois que ça s'est poursuivi. Mais je vous remercie tous les deux d'avoir bien voulu répondre à la question de Marc Humbert, la dernière, parce que au début, j'ai cru que c'était un sondage, ce qui était quand même à propos, là, mais un peu gênant. Donc, merci beaucoup d'avoir contribué à ces échanges et avoir alimenté le débat. Malheureusement, il est l'heure que l'on termine cette session et cette journée. Donc, encore une fois, merci beaucoup à Lucas Chancel d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, James Galbraith, d'avoir été là. C'était vraiment très… Tous mes amis bretons, je vous salue.